précédente qui était très descriptive, puisqu'elle parlait du costume, et l'année dernière du chanvre. Cette année, c'est une expo de société sur un thème compliqué, voire piégeux, parce que croyance, ça concerne de nombreux domaines. Donc évidemment, on a fait un choix de certains focus, de certains points qui nous paraissaient incontournables. Il va de soi que ce n'est pas une exposition sur la religion, parce que, comme on a voulu l'appeler Sacrée Croyance, c'est une exposition sur la croyance en général, dont la religion fait partie. Et la façon de penser la religion qu'on a eue, c'est peut-être plus de regarder la religiosité populaire que la religion officielle. On ne va pas parler des dogmes ni des religions. On ne pouvait pas non plus extraire ce domaine des croyances, bonjour, et des religions. Alors on s'est posé la question des religions, mais bon, on est à Castellane. Vous savez tous que les protestants, on les a chassés avec perte et fracas en 1585, depuis on ne les a plus vus. Et quant à la juiverie de Castellane, au XVe siècle, elle n'existait plus. Donc ça ne nous paraissait pas judicieux de parler de religion au pluriel. Par contre, on a voulu évoquer derrière ce domaine des croyances l'entremêlement entre les croyances religieuses et les croyances païennes, qui est propre à toutes les croyances de l'Europe occidentale, et peut-être au-delà du monde en général. C'est-à-dire qu'on sait bien que l'Église elle-même a récupéré l'ensemble des croyances qui l'a précédé pour les utiliser à son profit. Et de toute façon, le peuple lui-même a complètement mélangé les choses de la religion officielle aux croyances qui étaient bien plus anciennes. C'est comme ça qu'on donnera quelques exemples de ces croyances très anciennes, comme l'ours, par exemple, l'ours de la Chandeleur, qui sort régulièrement le 2 février de son trou, qui regarde s'il fait beau, et comme il n'est pas trop, c'est un ours, c'est pas trop intelligent un ours, donc le 2 février il sort de son trou avec sa paille sous la patte, et il met la patte, il se met une patte sur le bout du nez. S'il voit de l'ombre, ça veut dire qu'il fait beau. S'il fait beau, il fait sécher la paille. S'il fait sécher la paille, il rentre à nouveau dans sa grotte pour 40 jours d'hiver supplémentaires. Donc l'ours est dans la tradition méditerranéenne la réincarnation du printemps, le ressusciteur du souffle de la chaleur. C'est aussi, et cet ours, il a été christianisé en Saint-Ours, évêque d'Aoste. Saint-Ours, dont un petit village porte le nom dans la vallée de l'Ubaye, et comme par hasard, Saint-Ours dans l'Ubaye fait marier les filles et fait ressusciter les enfants morts-nés. Vous savez qu'autrefois, quand les enfants mouraient à la naissance, on les amenait dans une chapelle ou une église, on priait jusqu'à ce qu'ils ressuscitent, entre guillemets, et qu'on les baptise pour ne pas qu'ils aillent dans les limbes. Donc on voit ici par cette image de l'ours de la Chandeleur que l'Église a parfaitement rechristianisé tout ça. Donc on s'est posé aussi la question de comment évoquer la magie ou les magies. Alors évidemment, c'est les deux pièces qui sont là. Après on vous laissera, vous verrez vous-même. Hein. La magie, c'est-à-dire la mise sous protection, et la mise, autre que le contraire, hein, et la malédiction, c'est-à-dire faire du bien et faire du mal. L'homme a toujours cherché, depuis toujours, à se protéger de tout ce qui lui faisait peur. Donc ça, dans toutes les cultures et dans toutes les civilisations, il y a des systèmes de mise sous protection. Bien sûr, la protection
chrétienne depuis 2000 ans, elle domine, mais il n'y a pas que des protections chrétiennes. Ici, il y a un trèfle à 4 feuilles, trouvé par mon oncle Jean-Pierre dans son jardin et mis à sécher dans le dictionnaire du Petit Larousse, parce que dans tous nos petits Larousses de Castellane, il y a des trèfles à 4 feuilles. Et oui, donc vous connaissez tous les porte-bonheur d'usage, mais ici, on a un peu égrené tout ça. Quand on parle de magie, il y a la magie blanche des guérisseurs, qui sont présentés là, et puis la magie noire des sorcières, donc ce qu'on a. Évidemment, c'est tout le domaine de la sorcellerie populaire. Je ne citerai pas de nom, mais ça peut paraître... attention, on ne veut pas tomber dans la sorcellerie folklorique de Harry Potter. J'ai rien contre Harry Potter, mais bon. J'ai fait des enquêtes ici depuis 40 ans, et je peux vous dire que les gens que j'ai enregistrés il y a 30 ou 40 ans ici, ils avaient tous des histoires de sorcellerie à me raconter lorsqu'ils n'avaient pas eux-mêmes été victimes, ou leurs parents, de choses auxquelles ils croyaient farouchement. Donc, alors il convient de remercier bien sûr les partenaires, les financeurs, la commune, le conseil départemental et la communauté de communes qui nous soutiennent toujours et indéfectiblement, et donc sans qui on ne pourrait pas travailler. Donc merci de leur soutien, merci on excuse monsieur le maire qui n'était pas disponible, mais on a l'adjointe à la culture qui est là parmi nous. Vous savez que on existe depuis 1992 et on essaie de continuer à valoriser le patrimoine matériel et immatériel, puisque ici il y a aussi du patrimoine immatériel. Ces petits bouts de papier là retrouvés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie du patrimoine immatériel, et l'ensemble même du sujet que nous abordons, les croyances, est également pris en compte dans le classement de ce qu'est le patrimoine immatériel aujourd'hui. Puisque immatériel, c'est ce qu'on ne voit pas, mais qui est partagé par tous, néanmoins. Et donc, cette thématique fait partie de ce patrimoine immatériel. Il faudrait, bien sûr, toute l'équipe de Petra Castellana, ici présente, a mis la main à la pâte. Donc, Lucien et moi-même, pour une partie de ce que vous voyez là, et puis Adeline et Lisa pour la mise en scène surtout, et donc je crois qu'on peut vraiment Julie qui est à l'accueil, je crois qu'on peut vraiment leur tirer une belle capellade, parce que pondre un panneau, pondre un texte, c'est pas facile, parce que il faut pas trop en dire, et en même temps il faut pas dire n'importe quoi aussi, mais mettre en scène des choses sans forcément avoir beaucoup d'objets, c'était pas évident. Alors c'est sûr que je crois qu'elles y sont très bien arrivées, et je crois qu'elles méritent un applaudissement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a bénéficié de quelques belles pièces qui nous avaient fait flasher, du musée de Digne et du musée de Salagon. Des pièces un peu emblématiques, comme cette croix fossilisée, ou comme une hache en pierre polie, qu'on appelle en Provence la peire des troncs, la pierre du tonnerre, puisque on l'a gardée sur la cheminée de toutes les maisons, pour éviter que la foudre ne rentre par la cheminée. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était le cas l'année dernière, depuis quelques années, grâce aux inventaires muséologiques en ligne, et on peut collaborer
tous les musées du département, voire au-delà, on peut se prêter des objets et donc profiter des collections des uns et des autres. Or, le musée de Salagon, c'est un musée qui est bien plus ancien que le nôtre et ces pièces-là que nous exposons ont été collectées par Pierre Martel, à qui je fais un petit coucou en passant, puisque Pierre Martel, dans le pays de Forcalquier, même si pendant très longtemps on a continué à l'appeler l'abbé Martel. Pierre Martel, il avait été curé, et dans les années 60, en désaccord avec l'église de son époque, il renonça à son apostolat de prêtre après avoir écrit un livre assez extraordinaire qui s'appelle « La foi sauvage ». Il ne se reconnaissait pas dans l'église de cette époque et il a laissé tomber. Et c'est lui qui a créé Alpes de Lumière, qui est le premier à ramasser les collections qui sont à Salagon. Et donc, on peut bien avoir une pensée pour le bon abbé Martel, puisque il a été curé de Banon à une certaine époque. Voilà pour les musées qui nous prêtent. Et puis les collectionneurs privés. Donc des privés, des collections privées. Je voulais remercier Jean aussi pour sa présence. Merci. Donc vous verrez également qu'il y a un costume de bravadier qui vient de la commune d'Anote. Et il y a la fête patronale en ce moment ce week-end. Donc si vous voulez faire un tour à Anote, vous pouvez y aller. L'exposition donc a vu le jour grâce à l'association Petra Castellana par Jean-Luc et Lucien, mais aussi avec le concours d'Adeline, Lisa et de Julie pour la Maison Nature et Patrimoine. On l'a dit, il y a eu des collections du musée de Salagon, mais aussi du musée de Gassendi, c'est ça? Et aussi des collections de particuliers. Et la mairie de Castellane qui nous prête. Bien sûr, la mairie de Castellane, avec les ex-autos. Et la mairie qui nous prête du roc. Les œuvres religieuses que nous avons en dépôt. C'est ça. Le roc, la chapelle du roc, les travaux seront bientôt terminés et sera ouvert au public à partir de la mi-juin, normalement, si tout se passe bien. Croisons les doigts. N'oubliez pas que dans la nuit des musées, ce soir, il y a un spectacle à 19h30 qui s'intitule Legenda et c'est la compagnie, tu m'as dit Actiones, qui vient de la Volens et Vesubie. Donc un petit peu en haut de Provence. Non, au dernier étage. Donc si vous êtes intéressé, je vous conseille d'ailleurs d'aller vous inscrire à l'accueil parce que les places sont limitées. Voilà, si vous voulez y aller. Voilà, donc merci à tous et puis je vous invite à boire le petit verre de convivialité. Aux sorcières.